Il existe des forces invisibles qui gouvernent nos choix les plus intimes, des courants souterrains qui orientent nos pas sans que nous en ayons conscience. Jung l'avait pressenti, nous ne sommes pas les maîtres de notre psyché comme nous aimons le croire. Un penseur oublié du siècle dernier observait déjà comment les foules obéissent à des lois psychologiques mystérieuses, comment l'individu se dissout dans des mouvements qu'il croit contrôler. Cette vérité troublante s'applique également à notre vie personnelle. Nos relations amoureuses, nos choix de carrière, nos réactions émotionnelles suivent des patterns ancestraux, des archétypes que Jung appelait les structures fondamentales de l'inconscient collectif. Nous répétons sans le savoir les gestes de nos ancêtres, nous rejouons des drames millénaires en croyant vivre notre propre histoire. L'inconscient personnel n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface, dans les profondeurs abyssales de notre psyché, s'agitent des forces collectives qui nous traversent comme des vents invisibles. Ces dynamiques psychiques opèrent selon leurs propres lois, indifférentes à notre volonté consciente. Elles nous poussent vers certaines personnes, nous éloignent d'autres, créent des attractions et des répulsions dont nous ignorons l'origine. Jung découvrit que ces forces ne sont pas chaotiques, elles obéissent à une logique secrète, à une intelligence symbolique qui dépasse notre entendement rationnel. Les rêves, les synchronicités, les élans inexpliqués sont autant de manifestations de cette sagesse souterraine qui cherche à nous guider vers notre accomplissement. Le paradoxe est saisissant. Pour devenir vraiment libres, nous devons d'abord reconnaître notre dépendance à ces forces invisibles. Tant que nous les ignorons, elles nous manipulent. Dès que nous les reconnaissons, nous pouvons apprendre à danser avec elles plutôt que de subir leurs caprices. Cette prise de conscience marque le début d'un voyage extraordinaire, car comprendre les mécanismes cachés de notre psyché, c'est découvrir que nous sommes à la fois beaucoup moins libres et infiniment plus puissants que nous le pensions. Moins libres parce que conditionnés par des forces millénaires, plus puissants parce que capables de transformer ces conditionnements en alliés de notre évolution. La question qui se pose alors n'est plus de savoir si nous sommes influencés par ces dynamiques invisibles, mais comment nous pouvons les apprivoiser pour qu'elles servent notre individuation plutôt que de nous asservir à des répétitions stériles. Au cœur de nos souffrances les plus tenaces se cache une croyance toxique que nous avons tous héritée, l'idée qu'il faut mériter l'amour. Cette conviction s'enracine si profondément dans notre psyché qu'elle devient invisible, transformant nos relations en champs de bataille où nous luttons pour prouver notre valeur. Jung observait que nos névroses individuelles portent souvent la trace de blessures transgénérationnelles. Une philosophe marginale, dont la pensée mystique éclaire les recoins sombres de l'âme humaine, avait intuité cette vérité. Nous portons en nous l'empreinte des attentes non satisfaites de nos lignées. Les espoirs déçus de nos mères, les ambitions frustrées de nos pères deviennent nos propres chaînes invisibles. Cette transmission psychique opère par imprégnation. L'enfant absorbe les tensions familiales comme une éponge, intériorisant des standards impossibles à atteindre. Il apprend inconsciemment qu'être aimé nécessite une performance constante, que sa valeur dépend de sa capacité à combler les manques des autres. L'ombre familiale se loge ainsi dans notre inconscient sous la forme d'un juge impitoyable qui évalue sans cesse nos actions. Cette instance critique, que Jung associa au surmoi tyrannique, nous pousse à la surcompensation. Nous devenons des perfectionnistes épuisés, des pleureuses éternelles ou des rebelles chroniques, selon les masques que nous adoptons pour survivre à cette pression intérieure. Le piège est d'autant plus subtil qu'il se drape souvent dans les habits de la vertu. Nous croyons être généreuses quand nous nous épuisons à satisfaire les besoins d'autrui. Nous pensons être fortes quand nous refoulons nos propres désirs. En réalité, nous alimentons un système de dépendance émotionnelle qui nous maintient dans l'illusion de contrôler l'amour des autres. Cette dynamique crée des relations déséquilibrées, où l'authenticité devient impossible. Comment être soi-même quand on a appris que son vrai visage risque de décevoir? Comment exprimer ses besoins quand on a intégré l'idée que les demander équivaut à être égoïste? La libération commence par une prise de conscience douloureuse, reconnaître que nous avons été conditionnés à troquer notre authenticité contre une sécurité illusoire. Cette révélation ouvre la voie vers une compréhension plus profonde de l'amour véritable, celui qui n'exige aucune performance, aucune justification d'existence. Jung nous enseignait que l'individuation passe nécessairement par cette confrontation avec nos héritages toxiques.
C'est en démêlant les fils de notre conditionnement familial que nous pouvons enfin découvrir qui nous sommes vraiment, au-delà des attentes et des projections qui nous ont façonnés. Nos désirs ne nous appartiennent pas vraiment. Cette révélation troublante émerge quand nous observons avec lucidité nos élans les plus intimes. Un penseur visionnaire avait décelé cette vérité fondamentale. Nous désirons selon le désir des autres. Nous copions inconsciemment les modèles qui nous entourent, transformant nos vies en théâtre de miroirs, où nous rejoignent éternellement les mêmes pièces. Jung pressentait cette dynamique à travers sa compréhension des projections inconscientes. Nous tombons amoureuses de personnes qui portent des traits que nous admirons secrètement. Nous choisissons des partenaires qui incarnent nos désirs refoulés. Mais d'où viennent ces désirs? Rarement de notre essence profonde. Le plus souvent, ils émergent de notre fascination pour des modèles externes que nous idéalisons sans nous en rendre compte. Cette mécanique invisible explique pourquoi nous reproduisons des schémas relationnels destructeurs avec une régularité déconcertante. La femme qui attire systématiquement des partenaires indisponibles ne fait pas un mauvais choix répété. Elle obéit à un programme inconscient qui lui fait désirer ce qu'elle ne peut posséder, parce qu'un modèle originel lui a appris que l'amour authentique était synonyme de souffrance et de manque. Le désir mimétique s'enracine dans notre enfance la plus précoce. Nous apprenons à désirer en observant les regards de nos parents, en captant leurs émotions subtiles face à certaines personnes ou situations. L'enfant qui voit sa mère s'illuminer devant un type d'homme particulier intégrera inconsciemment ce modèle comme désirable, même si cette fascination dissimule des blessures non résolues. Ces patterns se complexifient à l'âge adulte. Nous nous retrouvons attirés par des personnes qui ressemblent étrangement à nos premiers modèles, reproduisant des dynamiques familiales toxiques sans même nous en apercevoir. Le compagnon indifférent qui ressemble au père émotionnellement absent, l'amie manipulatrice qui évoque la mère narcissique, nos choix relationnels portent souvent la signature de nos premières empreintes affectives. Jung nous enseignait que prendre conscience de ces mécanismes constitue déjà un pas vers la libération. Car tant que nous ignorons que nos désirs sont des copies, nous restons prisonnières de répétitions stériles. La vraie question devient alors, qu'est-ce qui émergerait en nous si nous cessions d'imiter les désirs des autres? Cette interrogation ouvre un espace de possibilités infinies. Elle nous invite à explorer nos élans authentiques, ceux qui jaillissent de notre essence profonde plutôt que de nos conditionnements. C'est peut-être là que réside le secret d'une vie véritablement choisie, apprendre à désirer à partir de soi-même et non plus selon les modèles hérités. Il arrive un moment dans notre parcours où nous devons affronter une vérité dérangeante. Tout ce que nous détestons chez les autres révèle quelque chose de nous-mêmes. Cette loi psychologique impitoyable, que Jung nommait projection de l'ombre, transforme chaque relation en miroir de nos parts refoulées. Une analyste remarquable, élève de Jung, avait approfondi cette compréhension avec une précision chirurgicale. Elle observait que nos réactions émotionnelles les plus intenses face à autrui signalent invariablement une zone d'ombre personnelle. La collègue que nous trouvons insupportablement arrogante nous renvoie à notre propre orgueil dissimulé. Le partenaire que nous jugeons trop sensible nous confronte à notre propre vulnérabilité niée. Cette mécanique de projection opère avec une logique implacable. Notre psyché projette automatiquement sur l'extérieur tout ce qu'elle refuse de reconnaître en elle-même. Plus nous refoulons un aspect de notre personnalité, plus nous le percevons de manière amplifiée chez les autres. C'est pourquoi nos jugements les plus sévères sont souvent nos révélations les plus précieuses. L'ombre n'est pas constituée uniquement de défauts. Elle contient aussi nos qualités réprimées, nos talents cachés, nos potentiels inexploités. La femme qui admire secrètement l'audace d'une autre peut être en elle une force qu'elle n'ose exprimer. L'homme qui critique la créativité débordante de son entourage dissimule probablement sa propre soif d'expression artistique. Reconnaître ces projections demande un courage particulier. Il s'agit d'accepter que notre vision du monde soit moins objective que nous le pensions, que nos perceptions soient colorées par nos propres contenus inconscients. Cette prise de conscience peut être déstabilisante, mais elle ouvre la voie vers une liberté psychologique extraordinaire. Car lorsque nous cessons de combattre chez les autres ce que nous refusons en nous-mêmes, nos relations se transforment radicalement. Les conflits perdent leur charge émotionnelle. Les autres retrouvent leur humanité complexe au-delà de nos projections simplistes. Nous découvrons que nos ennemis les plus tenaces étaient souvent nos maîtres les plus précieux.
Si ce voyage vers l'ombre vous interpelle, si ces mécanismes résonnent avec votre propre expérience, partagez vos réflexions en commentaire, car c'est dans l'échange et la reconnaissance mutuelle que ces prises de conscience prennent leur pleine dimension transformatrice. Jung enseignait que l'individuation passe nécessairement par cette réconciliation avec notre ombre, non pas pour l'éliminer, mais pour l'intégrer consciemment dans notre personnalité. Cette alchimie psychologique transforme nos faiblesses en force, nos blessures en sagesse, nos projections en compréhension profonde de la condition humaine. Les mystiques de toutes les traditions ont murmuré le même secret à travers les siècles. La véritable force ne réside pas dans la résistance, mais dans l'acceptation profonde de ce qui est. Cette sagesse ancestrale trouve un écho troublant dans les découvertes de Jung sur la transformation psychologique authentique. Une voie rare du patrimoine spirituel, celle d'un maître soufi dont la pensée transcendait les dogmes, enseignait que l'âme possède une intelligence supérieure à la raison ordinaire. Cette intelligence du cœur sait reconnaître quand il faut lâcher prise et quand il faut agir, quand il faut résister et quand il faut se soumettre au courant de la vie. Jung retrouvait cette même intuition dans son concept de fonction transcendante, cette capacité psychique qui réconcilie les opposés et révèle des solutions créatives aux impasses de l'existence. Une autre tradition mystique, incarnée par une visionnaire médiévale aux révélations fulgurantes, parlait de la force qui naît de l'acceptation de notre fragilité. Cette sagesse féminine antique reconnaissait que nos blessures, loin d'être des faiblesses, peuvent devenir des portes vers une compréhension plus profonde de la vie. Jung nommait ce processus l'intégration de l'ombre, transformer nos parts rejetées en alliés de notre évolution. Cette approche mystique de la guérison psychologique révèle pourquoi nos efforts conscients de changement échouent souvent. Tant que nous luttons contre nos patterns limitants avec la volonté seule, nous alimentons la résistance. Comme l'eau qui contourne les obstacles plutôt que de les affronter directement, la transformation authentique emprunte des chemins détournés, surprenants. La vraie libération commence quand nous cessons de vouloir être différentes de ce que nous sommes. Cette acceptation n'est pas résignation passive, mais reconnaissance active de notre réalité présente comme point de départ nécessaire de tout changement authentique. Paradoxalement, c'est en arrêtant de combattre nos limitations que nous découvrons nos véritables ressources. Les anciens maîtres spirituels connaissaient cette alchimie secrète. Nos souffrances contiennent les graines de notre sagesse future. Chaque épreuve traversée consciemment devient une initiation. Chaque blessure intégrée révèle un don caché. Jung observait ce même phénomène dans les rêves de ses patients. L'inconscient transforme spontanément les traumatismes en symboles de régénération. Cette perspective mystique nous invite à considérer notre histoire personnelle sous un angle radicalement nouveau, non plus comme une succession d'échecs et de réussites, mais comme un parcours initiatique où chaque étape, même douloureuse, contribue à notre individuation. Nos crises existentielles deviennent alors des seuils à franchir, nos périodes de confusion, des moments de gestation créatrice. La sagesse cachée des mystiques nous enseigne finalement que la guérison n'est pas un retour à un état antérieur, mais une transformation vers quelque chose d'entièrement nouveau, la découverte de qui nous sommes vraiment, au-delà de nos identifications limitantes. Le pouvoir authentique ne s'exerce jamais par la force brute, mais par une compréhension subtile des mécanismes invisibles qui régissent les interactions humaines. Cette vérité, qu'un maître spirituel caucasien enseignait à ses disciples à travers des exercices d'observation de soi impitoyables, rejoint les intuitions les plus profondes de Jung sur la dynamique des relations. Un penseur moderne, analyste minutieux des structures de domination, avait décelé comment le pouvoir s'infiltre dans les gestes les plus anodins de notre quotidien. Il ne s'agit pas seulement des hiérarchies officielles, mais de ces micro-pouvoirs qui s'exercent dans nos conversations, nos silences, nos regards. Jung pressentait déjà cette réalité en observant comment l'inconscient collectif façonne nos comportements sociaux selon des archétypes de dominance et de soumission. Ces mécanismes invisibles opèrent avec une efficacité redoutable dans nos relations intimes. La personne qui impose ses humeurs sans jamais les nommer exerce un pouvoir émotionnel toxique. Celle qui utilise sa fragilité comme un chantage affectif manipule tout aussi sûrement que le tyran déclaré. Ces stratégies inconscientes de contrôle s'enracinent souvent dans nos blessures d'enfance, transformant nos souffrances passées en armes relationnelles.
La vraie liberté commence par la reconnaissance de ces patterns de pouvoir en nous-mêmes. Où cherchons-nous à contrôler les autres par nos émotions? Comment utilisons-nous nos qualités pour obtenir ce que nous voulons? Cette lucidité dérangeante révèle que nous sommes tous, à des degrés divers, des manipulateurs inconscients. L'art de poser des limites saines émerge de cette compréhension profonde. Il ne s'agit plus de réagir impulsivement aux agressions subtiles, mais de reconnaître les jeux de pouvoir pour ce qu'ils sont, des tentatives désespérées de combler des besoins non satisfaits. Cette perspective transforme radicalement notre approche des conflits relationnels. Le vrai pouvoir personnel se révèle alors dans notre capacité à ne pas entrer dans ces jeux toxiques, ni dominer, ni subir, mais maintenir une présence consciente qui désamorce les dynamiques destructrices. Cette posture demande une maturité émotionnelle particulière, accepter d'être incomprise plutôt que de céder au chantage affectif, assumer nos choix plutôt que de culpabiliser les autres. Jung enseignait que l'individuation passe nécessairement par cette libération des schémas de codépendance. Nous devons apprendre à exister par nous-mêmes, pour nous-mêmes, sans chercher à combler nos manques à travers autrui. Cette autonomie psychologique n'est pas égoïsme, mais condition préalable à toute relation authentique. Car seuls ceux qui ne cherchent pas à contrôler peuvent vraiment aimer. Seuls ceux qui acceptent d'être seuls peuvent créer de véritables liens. Cette solitude consciente devient le terreau de relations enfin libérées des jeux de pouvoir, où chacun peut exister pleinement sans menacer l'autre. L'individuation commence véritablement le jour où nous cessons de vivre pour satisfaire les attentes familiales et sociales. Cette rupture nécessaire, que Jung considérait comme l'acte de naissance psychologique de l'adulte authentique, suscite invariablement des résistances féroces de la part de notre environnement. Car notre famille, notre groupe social, notre culture ont besoin que nous restions prévisibles. Ils ont investi émotionnellement dans une certaine image de nous, et notre transformation menace leurs propres équilibres psychologiques. L'enfant qui refuse de porter les projections parentales, la femme qui s'affranchit des rôles traditionnels, l'individu qui questionne les valeurs héritées déclenchent souvent des réactions de rejet ou de culpabilisation intenses. Cette pression collective s'exerce avec une subtilité redoutable. Elle prend le visage de l'inquiétude bienveillante, du conseil affectueux, de la mise en garde protectrice. Comment reconnaître que derrière ces marques d'amour apparentes se cache parfois une volonté inconsciente de maintenir notre dépendance? La famille qui s'alarme de nos changements positifs révèle son besoin pathologique de nous maintenir dans un rôle rassurant pour elle. Jung observait que cette résistance externe s'accompagne toujours d'une résistance interne. Une part de nous-mêmes préfère la sécurité de la conformité à l'incertitude de l'authenticité. Devenir soi-même implique d'assumer la solitude existentielle, de porter seul le poids de nos choix, de renoncer à l'approbation automatique du groupe. Cette phase du parcours individuel exige un courage particulier, celui de décevoir ceux que nous aimons pour rester fidèles à nous-mêmes. Il ne s'agit pas de blesser par plaisir, mais d'accepter que notre épanouissement puisse troubler les autres. Cette acceptation transforme notre rapport à la culpabilité. Nous apprenons à distinguer nos responsabilités véritables de celles qu'on voudrait nous faire porter. Le processus d'individuation révèle progressivement qui nous sommes vraiment, au-delà des masques sociaux et des identifications héritées. Cette découverte peut être déstabilisante car elle nous confronte à des aspects de notre personnalité que nous ignorions. Nous découvrons des talents insoupçonnés, des désirs longtemps refoulés, des valeurs authentiques différentes de celles qu'on nous a transmises. Cette naissance à soi-même n'est jamais définitive. Elle se renouvelle à chaque étape de l'existence, nous demandant sans cesse de choisir entre la facilité du conformisme et l'exigence de l'authenticité. Chaque transition importante de la vie réactive cette tension fondamentale entre appartenance et individualité. Jung nous rassure pourtant, ceux qui nous aiment vraiment finiront par respecter notre démarche d'individuation, même s'ils la comprennent mal au début. Et nous découvrirons que notre authenticité attire naturellement des relations plus profondes, libérées des jeux de rôle et des attentes toxiques. L'individuation n'est pas un acte égoïste, mais un cadeau fait au monde, celui d'une personne enfin réconciliée avec elle-même, capable d'aimer sans posséder et de donner sans s'épuiser. Au terme de ce voyage dans les méandres de la psyché humaine, une vérité ultime se dessine. La quête de soi n'a pas de fin.
Cette révélation, loin d'être décourageante, libère une énergie créatrice insoupçonnée. Car comprendre que nous sommes des êtres en perpétuelle transformation nous affranchit de l'illusion d'un moi figé, définitif, parfaitement maîtrisé. Jung avait pressenti cette dimension infinie de l'individuation. Chaque prise de conscience ouvre de nouveaux territoires d'exploration intérieure, chaque intégration d'ombre révèle des couches plus profondes à apprivoiser. Nous ne nous trouvons jamais complètement, nous nous créons sans cesse à travers nos choix conscients et nos réconciliations avec l'inconnu en nous. Cette perspective transforme radicalement notre rapport à l'imperfection. Nos blessures non guéries, nos patterns récurrents, nos contradictions internes, celles d'être des échecs pour devenir la matière première de notre évolution permanente. Un maître spirituel oublié enseignait que l'âme grandit précisément à travers ce qui résiste en elle, que nos limitations actuelles préparent nos dépassements futurs. La sagesse authentique ne réside pas dans l'élimination de nos défauts, mais dans notre capacité à danser créativement avec eux. Une mystique médiévale murmurait que nos ombres, acceptées et intégrées, deviennent nos guides les plus précieux vers la lumière. Cette alchimie psychologique transforme chaque difficulté en opportunité d'approfondissement, chaque crise en invitation à grandir. Cette compréhension éveille une compassion particulière pour la condition humaine. Nous reconnaissons dans les autres les mêmes luttes que les nôtres, les mêmes quêtes maladroites de sens et d'amour. Cette reconnaissance mutuelle de notre humanité partagée devient le fondement d'une solidarité profonde au-delà des jugements et des projections. Le dernier secret que révèle cette exploration psychologique concerne notre responsabilité collective, car l'individuation authentique ne peut rester un privilège personnel. Elle appelle une transmission, un partage de cette lumière conquise dans les ténèbres de l'inconscient. Chaque être qui s'éveille à sa vérité profonde éclaire le chemin pour d'autres. Cette responsabilité peut prendre 1000 formes, un mot juste au moment opportun, une présence bienveillante dans la tempête d'autrui, le témoignage silencieux d'une vie réconciliée avec elle-même. Nous devenons des phares discrets pour ceux qui cheminent encore dans l'obscurité de leur conditionnement. Si ces réflexions ont éveillé quelque chose en vous, si elles résonnent avec votre propre parcours d'éveil, je vous invite à les partager avec celles et ceux qui pourraient en bénéficier. Car la véritable richesse de ces découvertes ne se révèle pleinement que dans la circulation et l'échange. Le mystère de l'individuation continue de se déployer à chaque instant, dans chaque choix conscient, dans chaque réconciliation avec ce que nous sommes vraiment. Et peut-être est-ce là le plus beau des secrets, nous ne finissons jamais de nous découvrir.